ce consulat de Turquie le 24 janvier, à l'occasion de la journée de l'avocat en danger. Nous étions rassemblés ici à Bruxelles, mais également dans d'autres capitales et d'autres villes européennes. Nous le sommes à nouveau aujourd'hui parce que c'est la journée de l'avocat en Turquie et nous avons souhaité à cette occasion manifester notre soutien aux confrères turcs qui payent au prix fort l'exercice libre et indépendant de leur métier. Alors, la situation des droits de l'homme, la situation du barreau et de la défense se dégrade de façon absolument dramatique en Turquie ces dernières années. Et ce dimanche soir d'élection en Turquie, le président Erdogan a dit nous avons compris, nous allons travailler à nos faiblesses. J'ai envie de dire qu'une des premières faiblesses auxquelles il peut s'attaquer, c'est le respect de l'état de droit. Et il peut certainement relire ces classiques, l'article 6 de la Convention européenne, le droit à un tribunal impartial et indépendant et le droit à un procès équitable. Alors, nous sommes ici plus particulièrement pour les 18 confrères qui viennent de payer au prix très fort ce non-respect de l'état de droit par la Turquie, qui viennent d'être condamnés à de très lourdes peines de prison. Et nous avons la chance de compter parmi nous plusieurs confrères qui étaient présents à ce procès qui vient de se dérouler il y a 3 semaines à Istanbul et qui vont pouvoir nous expliquer ce qu'ils ont vécu. Nous sommes ici réunis en tant qu'avocats. Nous avons la chance de compter également parmi nous Amnesty International. Nous avons le soutien du barreau de Bruxelles, de l'OBFG, également du Conseil central des barreaux européens, car ce qui se passe actuellement en Turquie est absolument gravissime. C'est un combat malheureusement sans doute de longue durée qui s'annonce et pour lequel nous devons absolument rester mobilisés et continuer à soutenir nos confrères. Alors je voudrais rappeler Maître Gioé qui était présente au procès à Istanbul pour venir nous expliquer ce à quoi elle a pu assister. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je pense que c'est important pour les 1546 avocats turcs qui ont été poursuivis depuis l'état d'urgence, pour les 598 avocats turcs qui ont été arrêtés depuis juillet 2016, pour les 274 avocats turcs qui ont été condamnés à 1762 années de prison sur base de l'article 314 du Code pénal qui incrimine les faits de terrorisme avec une interprétation très large. Au mois de mars s'est clôturé un procès qui était dirigé contre les avocats du CHT, l'Association des avocats progressistes, et du HHP, le Bureau du droit des peuples. Ces avocats-là prenaient en charge des dossiers qui étaient relativement sensibles pour l'État, puisqu'il s'agissait des victimes de Cizre, des victimes des accidents de la mine de Soma, des personnes victimes de torture ou encore des enseignants Nouriye Gülmen et Semi Özakşar. Une première action a été menée à l'encontre de ces avocats en 2013 sur base de témoignages dont je vous parlerai un peu plus tard et notamment sur base de documents qui ont été obtenus sur une prétendue commission rogatoire et qui incluraient des documents obtenus aux Pays-Bas et en Belgique. Nous devrons interpeller peut-être nos autorités sur le rôle qu'elles ont joué dans ce procès. Cette première action en 2013 contre ces avocats a mené à un acquittement. Cependant, en septembre 2017, 22 avocats ont été arrêtés, de nouveau sur base, grosso modo, des mêmes éléments de preuve, les mêmes témoignages, les mêmes documents obtenus dans la commission rogatoire. Je pense que tous les juristes ont le signal non bis in idem qui s'allume dans leur tête. Sur les 22 avocats turcs qui ont été arrêtés en septembre 2017, plusieurs d'entre eux ont été à l'isolement pendant de très nombreux mois, puisque le procès n'a été ouvert pour la première fois devant un tribunal à Istanbul qu'en septembre 2018. Lors de ces premières audiences en septembre 2018, il était question de la liberté de ces avocats. Ils pouvaient demander leur mise en liberté, ils ont plaidé devant le tribunal et pour certains, ils l'ont obtenu. Il faut cependant savoir que le dernier jour de l'audience, le procès a été déplacé à Silivri, qui est à 2 heures de route d'Istanbul environ, ce qui complique l'accès des familles et qui complique l'accès du public au tribunal. C'est un campus militaire où la présence des gendarmes militaires est absolument impressionnante.
Je tiens à signaler que durant les audiences de septembre, il y a eu des faits de violence à l'encontre des avocats dans la salle d'audience et que l'accès à la salle d'audience a manqué d'être empêché suite à des coups qui ont été échangés des policiers vers les avocats de la défense et des accusés, puisque dans la configuration des salles d'audience en Turquie, il y a entre les avocats accusés et les avocats de la défense une couche de gendarmes et de policiers qui empêchent la communication entre les avocats et leurs clients, ce qui pose évidemment un problème d'atteinte aux droits de la défense, puisque de nombreuses décisions sont prises sur le vif et qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir une consultation, même rapide, avec son client. À la suite des audiences de septembre, tous les avocats ont été libérés pendant un jour, puisque le procureur a fait une demande de mandat de réarrêt qui serait quelque chose, n'étant pas expert du code de procédure pénale, j'ai demandé aux confrères turcs ce qu'ils en pensaient, ils m'expliquent que ça n'existe pas, que cette procédure n'existe pas et qu'ils ont été réarrêtés en fraude de leurs droits. Certains ont été réarrêtés en septembre alors qu'ils étaient à un colloque organisé par leur barreau, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas en fuite, ils étaient présents à des événements publics. Selçuk Kozaçli s'est rendu de lui-même au tribunal en demandant ce qu'on lui voulait. Sur base de ces mandats de réarrêt, 6 d'entre eux ont été réarrêtés et ont dû attendre les audiences de décembre pour pouvoir s'exprimer de nouveau sur leur mise en liberté. Aux audiences de décembre, il s'agissait d'une audition des témoins, pour la plupart des témoins anonymes et des témoins repentis, qui constituent plus ou moins l'entièreté du dossier de l'accusation, qui fait quand même 513 pages. Ces témoins ont rédigé, dans des temps troublés pour eux, des déclarations énormes, des centaines de pages avec des centaines de noms qui sont cités. Certains d'entre eux, après avoir eu le dossier du procureur en main, ce qu'ils ont confirmé durant les audiences lors des contre-interrogatoires. Certains de ces témoins ont eux-mêmes des problèmes psychologiques, qui sont dans des états très précaires et donc ont vraisemblablement passé des deals importants avec le procureur pour avoir une remise de peine. Les témoignages des témoins sont extrêmement confus, ils confondent les procès dans lesquels ils sont, ils ne savent pas les procès dans lesquels ils sont, ou alors ils confirment connaître des personnes qui n'existent pas sur base des contre-interrogatoires. À ces audiences, il faut noter quelque chose. En décembre, la composition du tribunal a changé. Pourtant, les débats n'ont pas été repris ab initio. Ce qui veut dire que le président qui a libéré tous les avocats a soudain été muté pour être remplacé par un juge, Akin Görlek, qui serait particulièrement répressif. Les avocats ont donc demandé la récusation de ce juge et leur requête a été rejetée dans les quelques minutes à peine après avoir été formulée, sans que l'audience ne soit suspendue pour leur permettre de faire un appel contre cette récusation. Il y a également eu des incidents très importants lors des audiences du mois de décembre, puisque le bâtonnier du barreau de İzmir a été frappé au visage par la police, que le président juge Akin Görlek a exclu le public de la salle, a exclu les avocats accusés de la salle, a coupé les micros pour empêcher les personnes de parler, ne cessait d'interrompre les avocats, et les avocats de la défense, voyant que la salle est vide, se sont retirés, ce qui n'a pas empêché le juge de poursuivre le procès en l'absence de toute défense et de toute personne accusée et de tout public. À l'issue de ces audiences du mois de décembre, il y a eu une seule libération sous condition de Ahmet Mendaci, qui était un stagiaire de 6 mois au moment où il a été arrêté sur base d'un dossier où tous les éléments de preuve remontent à l'époque où il était enfant, où il était étudiant, et donc manifestement en dehors des accusations qui le concernent. Lors des audiences du mois de mars, de nouveau plusieurs requêtes ont été formulées, comme d'entendre des témoins que le procureur n'avait pas envie d'écouter, comme une nouvelle demande de récusation, des devoirs complémentaires. Elles ont toutes été rejetées après seulement 15 minutes de pseudo-délibéré. Il y a eu de nouveau des graves atteintes aux droits de la défense, puisque de nouveau le juge a exclu les avocats accusés de la salle, a exclu le public de la salle, et puis enfin, pour que ce soit bien complet, a exclu les avocats de la défense de la salle, qui ont tout tenté pour pouvoir regagner les bancs de la défense et poursuivre leur mission. À l'issue de ces audiences, des peines extrêmement lourdes ont été prononcées, et je pense que Jenny d'Amnesty International vous en dira un peu plus. Je tiens à signaler également que la sortie du tribunal s'est faite par une armée, une véritable armée, puisqu'il y avait plusieurs centaines de gendarmes militaires qui nous ont poussés hors de la salle et puis progressivement hors de la salle des pas perdus du tribunal à Silivri. C'était particulièrement impressionnant.
En conclusion, le procès qui a condamné nos confrères des défenseurs des droits humains s'est déroulé dans un contexte où il n'y a pas d'indépendance de la magistrature, où il n'y a pas de tribunal indépendant et impartial, où il y a eu des atteintes graves aux droits de la défense et à la publicité des débats, où le principe non bis in idem a été violé, où toutes les garanties qui doivent normalement entourer les témoignages anonymes et des repentis ont été violées, où les règles de procédure pénale ont été violées. Et nous pouvons sérieusement craindre pour l'état de droit, la démocratie et le pouvoir judiciaire en Turquie. Lorsque les défenseurs des droits humains sont menacés, ce sont les droits humains en tant que tels qui sont en péril. Solidarité avec la défense. Bonjour tout le monde, mon nom est Jenny, je suis coordinatrice Turquie pour Amnesty International. Mais voilà, je vais vous résumer en quelques mots la position d'Amnesty International sur l'arrestation de ces 18 avocats. Amnesty International s'indigne de la déclaration de culpabilité prononcée le 20 mars dernier contre 18 avocats et avocates turcs, membres soit de l'Association des avocats progressistes, soit du Bureau des droits du peuple. Ils et elles sont accusés d'être membres ou dirigeants d'une organisation terroriste. Les déclarations de culpabilité prononcées par le tribunal turc constituent une parodie de justice et démontrent une fois de plus l'incapacité des tribunaux, paralysés par la pression politique, à assurer un procès équitable. Merci à tous pour ces témoignages et ces interventions. Et nous avons une lettre que nous souhaitons remettre aux autorités turques, demandant la libération de nos confrères. Donc, nous allons maintenant être reçus, je pense, très brièvement, mais nous allons être reçus. Et donc, est-ce que monsieur le bâtonnier, nous allons ensemble. Tu as dit que tu étais à Istanbul. Questions and evaluations. Oui, c'est ça.